Le problème, dit-il, c'est que je ne peux plus vraiment exposer. Il y a trop de réglages. C'est presque impossible à transporter. Quelqu'un est venu de la délégation des arts plastiques. Ils envisagent d'acheter le pavillon, peut-être de réaliser des vidéos et de les vendre. Je compris qu'il abordait l'aspect pratique ou financier des choses par pure politesse, afin de permettre à la conversation de reprendre un cours normal. Il est bien évident que dans sa situation, à la limite émotionnelle de la survie, les questions matérielles ne pouvaient plus avoir qu'un poids limité. J'échouai à lui répondre, dodelinai de la tête, me resservit un verre de cognac. Sa maîtrise de soi à ce moment me parut effrayante. Il reprit la parole. Il y a une phrase célèbre qui divise les artistes en deux catégories, les révolutionnaires et les décorateurs. Disons que j'ai choisi le camp des décorateurs. Enfin, je n'ai pas tellement eu le choix. C'est le monde qui a décidé pour moi. Je me souviens de ma première exposition à New York à la galerie Saatchi pour l'action Feed the People, Organize Them. Ils avaient traduit le titre. J'étais assez impressionné. C'était la première fois depuis longtemps qu'un artiste français exposait dans une galerie new-yorkaise importante. En même temps, j'étais un révolutionnaire à l'époque et j'étais persuadé de la valeur révolutionnaire de mon travail. C'était un hiver très froid à New York. Tous les matins, on retrouvait dans les rues des vagabonds morts, gelés. J'étais persuadé que les gens allaient changer d'attitude aussitôt après avoir vu mon travail, qu'ils allaient sortir dans la rue et suivre très exactement la consigne inscrite sur le téléviseur. Bien entendu, rien de tout ça ne s'est produit. Les gens venaient, hochaient la tête, échangeaient des propos intelligents, puis repartaient. Je suppose que les révolutionnaires sont ceux qui sont capables d'assumer la brutalité du monde et de lui répondre avec une brutalité accrue. Je n'avais simplement pas ce type de courage. J'étais ambitieux pourtant, et il est possible que les décorateurs soient au fond plus ambitieux que les révolutionnaires. Avant Duchamp, l'artiste avait pour but ultime de proposer une vision du monde à la fois personnelle et exacte, c'est-à-dire émouvante. C'était déjà une ambition énorme. Depuis Duchamp, l'artiste ne se contente plus de proposer une vision du monde. Il cherche à créer son propre monde. Il est très exactement le rival de Dieu. Je suis Dieu dans mon sous-sol. J'ai choisi de créer un petit monde facile où l'on ne rencontre que le bonheur. Je suis parfaitement conscient de l'aspect régressif de mon travail. Je sais qu'on peut le comparer à l'attitude de ces adolescents qui, au lieu d'affronter les problèmes de l'adolescence, se plongent dans leur collection de timbres, dans leur herbier ou dans n'importe quel petit monde chatoyant et limité, aux couleurs vives. Personne n'osera me le dire en face. J'ai de bonnes critiques dans Art Press, comme dans la plupart des médias européens. Mais j'ai lu le mépris dans le regard de ma fille, qui est venue de la délégation des arts plastiques. Elle était maigre, vêtue de cuir blanc, le teint presque bistre, très sexuel. J'ai tout de suite compris qu'elle me considérait comme un petit enfant infirme et très malade. Elle avait raison, je suis un tout petit enfant infirme, très malade et qui ne peut pas vivre. Je ne peux pas assumer la brutalité du monde. Je n'y arrive tout simplement pas. De retour au Lutetia, j'eus quelques difficultés à trouver le sommeil. De toute évidence, Vincent avait oublié quelqu'un dans ces catégories. Comme le révolutionnaire, l'humoriste assumait la brutalité du monde et lui répondait avec une brutalité accrue. Le résultat de son action n'était cependant pas de transformer le monde, mais de le rendre acceptable en transmuant la violence, nécessaire à toute action révolutionnaire, en rire. Accessoirement aussi, de se faire pas mal de thunes. En somme, comme tous les bouffons depuis l'origine, j'étais une sorte de collabo. J'évitais au monde des révolutions douloureuses et inutiles, puisque la racine de tout mal était très biologique et indépendante d'aucune transformation sociale imaginable. J'établissais la clarté, j'interdisais l'action, j'éradiquais l'espérance. Mon bilan était mitigé. En quelques minutes, je passai en revue l'ensemble de ma carrière, cinématographique surtout. Racisme, pédophilie, cannibalisme, parricide,
actes de torture et de barbarie. En moins d'une décennie, j'avais écrémé la quasi-totalité des créneaux porteurs. Il était quand même curieux, me dis-je une fois de plus, que l'alliance de la méchanceté et du rire ait été considérée comme si novatrice par les milieux du cinéma. Il ne devait pas souvent lire Baudelaire dans la profession. Restait la pornographie sur laquelle tout le monde s'était cassé les dents. La chose semblait jusqu'à présent résister à toute tentative de sophistication. Ni la virtuosité des mouvements de caméra, ni le raffinement des éclairages n'apportaient le moindre atout. Il semblait au contraire constituer des handicaps. Une tentative plus dogma avec des caméras DV et des images de vidéosurveillance n'obtint pas davantage de succès. Les gens voulaient des images nettes, laides mais nettes. Non seulement les tentatives pour une pornographie de qualité avaient sombré dans le ridicule, mais elles s'étaient soldées par d'unanimes fiascos commerciaux. En somme, le vieil adage des directeurs de marketing, ce n'est pas parce que les gens préfèrent les produits de base qu'ils n'achèteront pas nos produits de luxe, semblait cette fois battu en brèche, et le secteur, pourtant un des plus lucratifs de la profession, restait aux mains d'obscurs tâcherons hongrois, voire laitons. À l'époque où je réalisais Broute-moi la bande de Gaza, j'avais passé pour me documenter un après-midi sur le tournage d'un des derniers réalisateurs français en activité, un certain Ferdinand Cabarel. Cela n'avait pas été une après-midi inutile. Sur le plan humain, s'entend. Malgré son patronyme très sud-ouest, Ferdinand Cabarel ressemblait à un ancien roadie d'ACDC. Une peau blanchâtre, des cheveux gras et sales, un t-shirt, fuck your cunts, des bagues à tête de mort. Je me suis tout de suite dit que j'avais rarement vu un con pareil. Il parvenait uniquement à survivre grâce aux cadences ridicules qu'il imposait à ses équipes. Il mettait en boîte à peu près 40 minutes utilisables par jour, tout en assurant les photos de promotion pour AdVideo et passait de surcroît pour un intello dans la profession, affirmant ainsi travailler dans l'urgence. Je passe sur les dialogues. Je t'excite, hein, ma salope. Tu m'excites, oui, mon salaud. Je passe aussi sur la maudicité des indications scéniques. Maintenant, c'est une double, indiquait évidemment à tout le monde que l'actrice allait se prêter à une double pénétration. Ce qui m'avait surtout frappé est l'incroyable mépris avec lequel il traitait ses acteurs, en particulier de sexe mâle. C'est sans la moindre ironie, sans le moindre second degré, que Cabarel gueulait à l'adresse de son personnel, dans son mégaphone, des choses comme « Si vous bandez pas, les mecs, vous serez pas payés » ou « S'il éjacule, l'autre, il dégage ». L'actrice disposait au moins de manteaux de fausse fourrure pour recouvrir sa nudité entre deux prises. Les acteurs, eux, s'ils voulaient se réchauffer, devaient amener leur couverture. Après tout, c'était l'actrice que les spectateurs mâles iraient voir. C'était elle qui ferait peut-être un jour la couverture de AdVideo. Les acteurs, eux, étaient simplement traités comme des bites sur pattes. J'ai appris de surcroît, avec certaines difficultés, les Français, on le sait, n'aiment pas parler de leur salaire, que si l'actrice était payée 500 € par jour de tournage, eux devraient se contenter de 150. Ils ne faisaient même pas ce métier pour l'argent. Aussi incroyable, aussi pathétique que cela puisse paraître, ils ne faisaient même pas ce métier pour l'argent. Ils faisaient ce métier pour baiser des nanas. Je me souvenais en particulier de la scène dans le parking souterrain. On grelottait et en considérant ces deux types, Fred et Benjamin, l'un était lieutenant de sapeurs-pompiers, l'autre agent administratif, qui s'astiquait mélancoliquement pour être en forme au moment de la double, je m'étais dit que les hommes étaient vraiment de braves bêtes parfois, dès qu'il était question de la chatte. Ce peu reluisant souvenir me conduisit vers la fin de la nuit, à l'issue d'une insomnie quasi totale, à jeter les bases d'un scénario que j'ai intitulé provisoirement « Les échangistes de l'autoroute » et qui devait me permettre de combiner astucieusement les avantages commerciaux de la pornographie et ceux de l'ultraviolence. Dans la matinée,
Tout en dévorant des brownies au bar du Lutetia, j'écrivis la séquence pré-générique. Une énorme limousine noire, peut-être une Packard des années 1960, roulait à faible allure le long d'une route de campagne, au milieu de prairies et de buissons de genêts d'un jaune vif. Je pensais tourner en Espagne, probablement dans la Légion des Urdes, très jolie au mois de mai. Elle émettait en roulant un grognement sourd, genre bombardier qui rentre à sa base. Au milieu d'une prairie, un couple faisait l'amour en pleine nature. C'était une prairie très fleurie, à l'herbe haute, avec des coquelitos, des bleuets et des fleurs jaunes dont le nom m'échappait sur le moment, mais je notais en marge. Forcé sur les fleurs jaunes. La jupe de la fille était retroussée, son t-shirt relevé au-dessus des seins. En résumé, elle avait l'air d'une belle salope. Ayant dégrafé le pantalon de l'homme, elle le gratifiait d'une fellation. Un tracteur qui tournait au ralenti dans le fond du cadre laissait à croire qu'on avait affaire à un couple d'agriculteurs. Une petite pipe entre deux labours, le sacre du printemps, etc. Un travelling arrière nous informait cependant bien vite que les deux tourtereaux s'ébattaient dans le champ d'une caméra et qu'on avait en réalité affaire au tournage d'un film pornographique, probablement d'assez haut de gamme, puisqu'il y avait une équipe complète. La limousine Packard s'arrêtait, surplombant la prairie, et deux exécuteurs en sortaient, vêtus de costumes croisés noirs. Sans pitié, ils mitraillaient le jeune couple et l'équipe. J'hésitais, puis Barry mitraillait. Il valait mieux un dispositif plus original, par exemple un lanceur de disques d'acier acéré qui tourbinerait dans l'atmosphère pour sectionner les chairs, en particulier celles des deux amants. Il ne fallait pas lésiner, avoir la bite tranchée nette dans la gorge de la fille, etc. Enfin, il fallait ce que mon directeur de production sur Diogène le cynique aurait appelé des images un peu sympas. Je notais en marge, prévoir un dispositif arrache-couille. À la fin de la séquence, un homme gras, aux cheveux très noirs, au visage luisant et troué de petites véroles, également vêtu d'un costume croisé noir, sortait de l'arrière de la voiture en compagnie d'un vieillard squelettique et sinistre à la William Burroughs, dont le corps flottait dans un pardessus gris. Celui-ci contemplait le carnage, lambeaux de chair rouge dans la prairie, fleurs jaunes, homme en costume noir, soupirait légèrement et se tournait pour dire à son compagnon « A moral duty, John ». À la suite de différents massacres perpétrés le plus souvent sur des couples jeunes, voire adolescents, il s'avérait que ces peu recommandables drilles étaient membres d'une association de catholiques intégristes, peut-être affiliés à l'Opus Dei. Cette pointe contre le retour de l'ordre moral devait, dans mon esprit, me valoir la sympathie de la critique de gauche. Un peu plus tard, il apparaissait cependant que les tueurs étaient eux-mêmes filmés par une seconde équipe et que le véritable but de l'affaire était la commercialisation, non pas de films porno, mais d'images d'ultra-violence, récit dans le récit, film dans le film, etc. Un projet béton. En somme, comme je le dis à mon argent le soir même, j'avançais, je travaillais, enfin j'étais en train de retrouver mon rythme. Il s'en déclara heureux, ma voix qu'il s'était inquiété. Jusqu'à un certain point, j'étais sincère. Ce n'est que 2 jours plus tard, en reprenant l'avion pour l'Espagne, que je me rendis compte que je ne terminerais jamais ce scénario, sans même parler de le réaliser. Il y a une certaine agitation sociale à Paris qui vous donne l'illusion d'avoir des projets. De retour à San José, je le savais, j'allais me pétrifier complètement. J'avais beau faire l'élégant, j'étais en train de me recroqueviller comme un vieux singe. Je me sentais amenuisé, amoindri au-delà du possible. Mes marmottements et mes murmures étaient déjà ceux d'un vieillard. J'avais 47 ans maintenant. Cela faisait 30 ans que j'avais entrepris de faire rire mes semblables. À présent, j'étais fini, lessivé, inerte. Le pétillement de curiosité qui subsistait encore dans le regard que je portais sur le monde allait bientôt s'éteindre. Et je serais comme les pierres, une vague souffrance en plus. Ma carrière n'avait pas été un échec, commercialement tout du moins. Si l'on agresse le monde avec une violence suffisante, il finit par le cracher son sale fric. Mais jamais, jamais il ne vous redonne la joie.